Ok, on y va. Alors, je voudrais tout simplement vous donner quelques tuyaux sur un petit exercice que je vais vous demander de faire la semaine de la rentrée, puisque vous savez qu'officiellement, là, on est en vacances à partir d'aujourd'hui. Donc, pendant 15 jours, je ne vais pas faire de flux vidéo ni vous mettre de nouveaux exercices. Et à la rentrée virtuelle, c'est-à-dire qu'on rentre normalement le 5 mai, on sera peut-être un petit peu plus en état de savoir si oui ou non nous revenons tous au lycée, normalement en classe le 11. Vous savez que le président de la République a parlé d'une réouverture des écoles et plutôt des cours enfin, des écoles primaires et maternelles au départ, et à partir du 11. Donc pour le lycée Ravel, on ne sait pas trop comment ça va se traduire, mais enfin il est possible qu'on reprenne les cours mi-mai. J'espère que ce sera possible et ce sera parce qu'on a des bonnes nouvelles, qu'il y a beaucoup moins de malades partout. Hein. Voilà, mais on n'en sait rien pour le moment. Alors vous vous souvenez que dans notre chapitre d'histoire, il nous restait 1 heure à faire normalement d'exercice en quelque sorte sur 2 personnages qu'on devait prendre dans le cadre d'une étude de cas. Donc votre programme invite à réfléchir sur la personnalité de George Washington, mais en même temps c'est tentant de parler de Washington et d'un de ses meilleurs amis qui est français. On va voir si vous savez de qui il s'agit dans un instant. Donc ce que je vais vous demander, c'est la semaine de la rentrée, quand on reprendra les cours virtuels, c'est de terminer en fait le chapitre d'histoire en faisant un petit exercice sur Washington notamment. Alors on va le préparer aujourd'hui, et ceux qui, parmi les élèves de seconde 1 et 5, ont envie de se débarrasser de cet exercice, ils pourront le faire pendant les vacances. Alors logiquement, je dois pouvoir partager avec vous des documents. On va donc essayer, parce que c'est des documents avec vous, bien sûr, que on a, disons, un intérêt à l'utilisation de la visioconférence. Alors normalement, si je fais ça, vous devez voir à l'écran ici du cahier de texte. Je clique sur les secondes. Vous êtes les secondes 1 et 5 en histoire. Ok. Alors là, vous voyez, vous avez une icône sur les risques biologiques, ça vous montre le début du confinement. Sinon, vous prenez la flèche verte pour aller en bas de la page. Et là, voilà, ici, vous avez donc la partie du cahier de test qui correspond à ce qu'on est en train de faire, la classe virtuelle. Donc, ce n'est pas une leçon en vidéo, normalement, c'est une classe virtuelle. Et ça veut dire que vous êtes censé participer. Bon, ok. Alors, si on remonte un petit peu plus haut, vous aviez donc pour aujourd'hui, enfin oui, je pense que c'était pour aujourd'hui, un questionnaire, un petit formulaire qui vous invitait à réfléchir sur la fin du chapitre pour pas qu'on reprenne l'histoire sans avoir du tout retravaillé ce qu'on avait fait. Puisque vous vous souvenez que les dernières semaines, on a fini une question de géographie, et sans doute qu'à partir de mi-mai, on recommencerait une question de géographie. Hein. Ce petit épisode d'histoire, c'est pour conclure sur les idées des révolutionnaires, en gros. Alors, je vous avais demandé, dans le formulaire, de revoir ce film, d'accord, qu'on avait essayé de regarder ensemble en classe, sur Voltaire. Et bon, si vous l'avez fait et que vous avez répondu aux questions, normalement, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en fait, les questions portaient sur des choses que je vous avais mis dans le cahier de texte. C'est-à-dire pourquoi l'admiration de Voltaire euh, pour l'Angleterre, sur quoi ça se base. Ben là, vous avez une série d'arguments. Et normalement, parmi ces arguments, il y en a quelques-uns qui sont très visibles dans la vidéo et qui étaient donc demandés comme réponse dans le formulaire que vous aviez à faire aujourd'hui. Donc, on a parlé d'anglomanie de Voltaire et de tous les philosophes, hein, parce que l'Angleterre est une terre d'asile. Les gens qui sont persécutés ailleurs vont en Angleterre. Et c'est pas seulement pour des raisons de liberté philosophique, hein, et d'ouverture d'esprit, mais c'est aussi pour des raisons religieuses. C'est pour ça que je donne souvent comme exemple Denis Papin, qui n'était pas un philosophe, hein, mais qui pourtant est parti en Angleterre exercer. Je pense qu'il était médecin au départ, ses talents donc professionnels et surtout ses idées d'invention, parce que c'était plus facile de trouver même des investisseurs en Angleterre qui étaient d'esprit plus ouvert, plus pionnier. C'est surtout devenu une terre de tolérance religieuse. Alors dans votre programme, on est censé l'évoquer très vite, c'est après de très nombreuses guerres, il ne faut pas idéaliser la situation. Et puis surtout, c'est un régime parlementaire dans lequel le roi est contrôlé. Alors,
tout ça, ça expliquait pourquoi la Révolution anglaise va influencer la Révolution française et la Révolution américaine. Alors là, je vous ai mis donc un document sur lequel je pense qu'on pourrait s'attarder un petit moment. Voilà, peut-être même que si je veux que ce soit exactement voilà, conforme à mon intérêt, je vous montre ceci. Et là, je vous pose la question à tous les deux, et donc si vous n'avez pas de micro, vous pouvez me répondre par écrit. Est-ce que vous identifiez le personnage? D'accord? Est-ce que vous voyez qui c'est? Et puis, à votre avis, qu'est-ce que vous pensez du document que je suis en train de vous montrer? C'est-à-dire, ça, c'est la couverture de quoi? Quel type de document? Alors ça, c'est ma question, et on va voir si vous êtes inspirés. Comme vous êtes peu nombreux, évidemment. Je crois même qu'il ne me reste plus que Samuel, là, actuellement. Bon. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est? Qui est ce personnage? Alors, bien sûr, il s'agit de Lafayette et pas Voltaire. Ça, c'était un piège, vous voyez. Alors, le lien entre Voltaire et Lafayette, ils ne sont pas tout à fait de la même génération. Ils ont un point commun. Alors, bien sûr, pour vous, à notre échelle, hein, c'est l'Ancien Régime, c'est avant la Révolution. Le type a une perruque poudrée, ils se ressemblent tous, on va dire ça. Mais Voltaire, c'était donc un philosophe, un intellectuel. Ici, vous auriez pu vous en rendre compte en regardant bien l'image. Vous voyez que si on descend comme ça, il a un costume un peu spécial, en fait un peu militaire. Et donc là, il s'agit du marquis de Lafayette, ça n'est pas Voltaire. Mais il y a donc un point commun entre Lafayette et Voltaire, c'est pas tout à fait le contemporain, Lafayette est plus jeune, c'est que Lafayette est un défenseur de la liberté, quelqu'un qui adore les Lumières. Et donc, Lafayette, en fait, est un lecteur de Voltaire et quelqu'un qui a été convaincu par lui. Alors, les philosophes, c'est donc des gens qui ont une influence extraordinaire sur l'élite sociale de l'époque, et sur ce qu'on appelait d'ailleurs l'élite éclairée, et qui ont expliqué qu'il fallait améliorer l'homme, améliorer la société, et je vous rappelle au nom de quoi, hein, si on les appelle les Lumières, c'est parce que c'est au nom de la raison. Donc par exemple, quand Voltaire critique l'esclavage, c'est pas parce que c'est méchant pour les Noirs, mais c'est parce que ça n'est pas rationnel. Il explique qu'un travailleur libre est plus efficace qu'un travailleur réduit en esclavage, et qu'ensuite, donc ça c'est rationnel, et qu'ensuite la couleur de leur peau c'est une superstition, ça n'est pas rationnel. Donc c'est toujours au nom de la raison qu'on a une propagande, vous voyez, libérale qui a débouché finalement sur la Révolution. Et donc le marquis de Lafayette, vous auriez pu vous douter que c'était pas Voltaire, parce que vous voyez, il a un genre d'uniforme en fait. Et il faut voir qu'il a été général. Alors effectivement, je posais la question, Morgane, qui était le personnage? Et Samuel a cru qu'il s'agissait de Voltaire. Et quand vous regardez sur le côté, vous voyez que quand Samuel me dit que c'est un magazine, il n'a pas tort. Quel type de magazine ferait ce genre de une? Millionnaire à 13 ans, par amour, sa femme part en prison avec lui. C'est un héros. C'est-à-dire, pour me répondre, essayez de me trouver un titre de magazine qui existerait aujourd'hui et dont vous pensez, enfin je sais pas, que cette couverture vous y fait penser. Alors c'est pas évidemment le titre réel du magazine. Vous voyez que le magazine dans lequel se trouve tout ce contenu et dont cette couverture est représentative s'appelait Grands personnages de l'histoire de France, le titre y est. Mais vous voyez, si vous deviez faire le parallèle, ça ressemble à quoi? À un magazine télé, je sais pas moi, au magazine du Monde. À votre avis, à quoi ça ressemble par rapport à un titre d'aujourd'hui? Je sais pas si vous lisez grand chose comme un magazine, remarquez, hein, mais bon, vous voyez que c'est un petit peu comme ce qu'on appelle un magazine People, ça fait un peu penser à Paris Match même. Donc vous voyez que c'est délibéré en réalité. Donc là, Grand personnage de l'histoire de France, c'était une sorte d'encyclopédie historique, mais grand public, hein, qui était diffusée dans les kiosques. Donc, vous voyez, les gens achetaient ça dans les librairies et faisaient une collection de tous les grands personnages de l'histoire de France. Et donc évidemment que
l'idée de l'éditeur, c'était de copier les magazines populaires à sensation et de s'intéresser aux personnages historiques en focalisant pas mal de choses sur leur vie privée. Parce que c'est ça qui intéresse les non-spécialistes, si vous voulez, ou qui est censé intéresser tout le monde. Donc vous voyez que les trois informations principales, ici, c'est millionnaire à 13 ans, par amour, sa femme partage sa vie, et héros de la Révolution américaine. Alors, excusez-moi de vous embêter, mais essayez de me dire, ou de m'écrire si votre micro ne fonctionne pas, laquelle des trois informations vous paraît la plus importante. C'est-à-dire que vous, si vous devez hiérarchiser en tant que lycéen de seconde, qu'est-ce qui fait que Lafayette est passé à la postérité? Autrement dit, pourquoi on en parle encore aujourd'hui? Pourquoi je vous embête avec lui? Est-ce que c'est parce qu'il est millionnaire? Est-ce que c'est parce que sa femme a partagé sa prison avec lui? Ou bien est-ce que c'est parce que c'est un héros de la Révolution américaine? Et si vous me dites, alors répondez vite, hein, vous écrivez par exemple numéro 1, numéro 2, numéro 3. Bon, et puis si vous répondez juste, vous allez voir que du coup il manque quelque chose dans la couverture. Oui, alors vous voyez que ça pose pas de problème, vous avez bien repéré que s'il est resté jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'est un héros de la Révolution américaine. Et en quoi la Révolution américaine, on a quelque chose à battre, nous on s'en moque, on n'est pas américain. Donc comment ça se fait que le fait que Lafayette soit un héros de la Révolution américaine, ça nous intéresse, à part le fait qu'il soit français? C'est ça la vraie question. En fait, c'est pas seulement un héros de la Révolution américaine. Si vous devez trouver voilà, une qualité à ce héros, vous faites comme si c'était, vous voyez, un personnage de fiction. Par exemple, si on vous demande Zorro, c'est quel type de héros? Alors vous allez pouvoir chercher un petit peu et me dire, bah, c'est un justicier. Il se bat pour défendre les faibles contre les forts, par exemple. Hein. Bon, eh bien, Robin des Bois, c'est pareil. C'est quelqu'un qui va donner de l'argent des riches aux pauvres. Si vous jetez un œil sur l'action de Lafayette, si vous pensez un petit peu à ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a défendu à votre avis? Alors essayez de me répondre, c'est un héros, mais un héros qui a défendu quelle cause? D'accord? Bien entendu, vous voyez que ça ne pose pas de problème, Lafayette, c'est l'incarnation de la liberté. Il a combattu par ce qu'on appellerait aujourd'hui libéralisme, il a défendu la liberté, et Morgan me dit les libertés, c'est encore mieux à la limite, parce qu'il a défendu la liberté abstraite, ce que les Anglais appellent liberty, euh, avec le mot français quasiment, et puis il a aussi défendu les libertés personnelles, qu'avant en français on appelait franchise, mais que le mot est tombé en désuétude, donc on n'a plus qu'un mot. Les anglo-saxons, les américains ont deux mots pour liberté. Hein. Ils disent liberty, c'est les libertés politiques, le droit de se réunir, de vivre sa vie comme on l'entend en quelque sorte, mais d'un point de vue formel, organisé, politique, social. Alors que le freedom, c'est la liberté de vivre comme on veut, mais d'une manière plus intime, de s'habiller comme on veut, de se comporter comme on veut, dans la limite où on ne nuit pas aux libertés des autres, c'est une liberté plus personnelle. Et alors, Morgan a raison de dire que Lafayette est connu comme défenseur de la liberté avec un grand L et des libertés en général, parce que, par exemple, Lafayette, en bon lecteur de Voltaire, est hostile à l'esclavage. Et comme il est amené à aller en Amérique, il va voir des nègres, on ne dira pas des noirs à l'époque, mais des nègres, dans les plantations, des nègres réduits en esclavage, eh bien, il désapprouve cette réduction en servitude des Afro-Américains, et notamment parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il adhère aux idées des Lumières, et les philosophes des Lumières considèrent que ce n'est pas raisonnable, rationnel, de penser que une partie de l'humanité, sous prétexte qu'elle a la peau plus noire, serait réduite en esclavage par nature. Les philosophes ne croient pas du tout que la référence que certains font à la Bible, parce que dans la Bible, il y a les descendants de Cham seront réduits en esclavage, et ça sert de prétexte, si vous voulez, au fait que Dieu aurait décidé que les Noirs allaient être des esclaves tout le temps. Il est clair que notre ami Lafayette ne peut pas y croire. Donc c'est un défenseur de la liberté, et concrètement, si on vous met héros de la Révolution américaine, ben, il y a une raison. Alors Morgan voudrait parler, mais il n'a pas... Alors c'est à vous de démuter Morgan si vous voulez parler. Je l'ai dit tout à l'heure, donc quelqu'un d'autre qui est arrivé entre deux. Si vous voulez parler, il faut que vous appuyez sur votre micro pour le décocher. Ah, je ne l'ai pas fait exprès. Ok. Bon, alors, Lafayette, c'est un héros de la Révolution américaine. Donc, je vais vous donner des documents pour que vous étudiez un petit peu sa carrière et que vous fassiez le commentaire d'une partie de ce magazine.
Alors regardez, bien sûr que là je l'ai montré sur Facebook, donc vous ne l'avez pas forcément à l'image, mais la première page du magazine, donc je vous la donnerai à commenter, c'est Lafayette avec comme titre La passion de la liberté. Ça veut dire que Lafayette est un héros de la Révolution américaine, mais il manque quelque chose dans la couverture. Et pour rectifier ce manque, ben, quand on ouvre le magazine, on tombe sur l'information qui manque. Si quelqu'un parmi vous voit quelle information manque sur la couverture, quelle information évidente il aurait fallu écrire, en fait c'est tellement évident que ça n'a pas été écrit parce que l'éditeur a pensé que de toute façon tout le monde le savait et c'était pas la peine de l'ajouter. Donc qu'il fut millionnaire à 13 ans, peut-être tout le monde ne le sait pas. Qu'il a vécu une grande histoire d'amour romantique qui à l'époque a fait beaucoup quand même pour sa gloire, peut-être les gens ne le savent pas, ça va les intéresser. C'est un héros de la Révolution américaine, bon normalement les gens le savent, mais ça renforce si vous voulez l'intérêt pour ce personnage français, mais il manque une information qui n'est pas dans la couverture. Or cette information qui n'est pas dans la couverture, vous pouvez considérer que quand même il faut la rappeler. C'est pour ça que quand on ouvrira le livre, vous ferez feuilleter donc quand vous ferez l'exercice, ben, vous vous apercevrez que l'information manquante, elle a été mise en exergue dès qu'on ouvre le magazine. Alors ce qui manque, c'est quoi à votre avis? C'est que c'est un héros de la Révolution américaine, mais aussi un héros de quelle autre révolution? Eh bien oui, la Révolution française. Alors à cet égard, Lafayette a été général de l'armée des États-Unis, en fait. Il n'a pas été général de l'armée française. Alors si vous connaissez un peu la carrière de Lafayette, il est venu à Saint-Jean-de-Luz pour s'embarquer en Amérique et l'hôtel de la Poste a gardé le souvenir de son passage. Bon, Lafayette, c'est un marquis, donc très riche, très jeune, qui décide par idéalisme d'aller aider les colons anglais d'Amérique du Nord quand ils se révoltent contre le roi. On les appelait les insurgents. Il part tout seul, plus ou moins contre l'avis de sa famille, et américaine. Donc c'est pas quelqu'un qui a été envoyé par la France avec des soldats français pour aider l'Amérique. Alors pourquoi les Américains et les Français conservent le souvenir que Lafayette incarnerait l'aide de la France aux États-Unis? C'est parce que Lafayette, au bout de quelques temps, est rentré en France pour aller solliciter le roi, Louis XVI, demandant des renforts et une aide française à l'Angleterre. Il les a obtenus, mais il n'a pas été nommé le chef de ce corps expéditionnaire. C'est-à-dire que Louis XVI a envoyé finalement pour aider les Américains une armée française dirigée par M. de Rochambeau et une flotte de guerre très importante qui a été confiée à l'amiral de Grasse. Et Lafayette est resté un simple général américain. Et d'ailleurs, toute sa vie, il aura la double nationalité parce qu'il sera considéré en Amérique comme un Américain et en France comme un Français, bien sûr qu'il est. Et en 1789, Lafayette joue un rôle très important dans la Révolution. Et il contribue à écrire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il est nommé le général de la garde nationale. Et c'est quelqu'un qui est très populaire, d'autant plus qu'il a beaucoup donné aux pauvres. Comme il est immensément riche, il fait partie de ces nobles qui ne s'intéressent pas tellement à la préservation des privilèges, il n'a pas besoin de ça pour exister. Et il est très généreux, il est extrêmement populaire. Alors c'est lui qui a fait signer, qui a fait jurer en 1790 au roi le serment de fidélité à la nation. Bon, alors par la suite, Lafayette a une vie extrêmement romanesque et très romantique aussi. Il a été jeté en prison quand il est passé à l'ennemi pour ne pas être obligé de se rallier à la République et pour ne pas être obligé d'accepter l'arrestation de Louis XVI. Il a été jeté donc en prison. Sa femme est venue accompagner sa captivité parce que il avait fait un mariage d'amour, ce qui était assez rare à l'époque. Alors ce qui va nous intéresser, nous, et c'est là-dessus que je vais vous poser donc des questions, moi, dans le prochain exercice, c'est qu'il a été surnommé le héros des deux mondes, vu que c'est un héros aussi bien pour les Français que pour les Américains. Eh bien, je vous signale que si on dit que Lafayette est un héros des deux mondes, on pourrait aussi le dire de Washington, puisque Washington est le premier président des États-Unis, et que les États-Unis, quand la Révolution française commence, c'est un peu notre modèle. Alors, il y a pas mal de légendes, par exemple, sur l'origine de notre drapeau, tricolore, bleu, blanc, rouge.
drapeau royaliste, hein, avec le blanc du roi, le bleu et le rouge, qui sont les couleurs de Paris. C'est ainsi que Lafayette a expliqué la cocarde tricolore et qu'il a donc voulu justifier l'adoption de ces couleurs. Mais il ne vous échappera pas que c'est les mêmes couleurs que celles de la Révolution américaine. Or, Lafayette, ayant été général de l'armée américaine, il ne pouvait pas ne pas s'en être rendu compte. Donc, ce que je vous demanderais d'étudier un petit peu, c'est les relations entre Washington et Lafayette, puisqu'ils se sont beaucoup fréquentés. Et donc, vous avez dans le livre surtout des informations sur Washington, parce que c'est ce qu'on appelle un point de passage, c'est obligé de discuter de Washington. Et puis, donc, en complément, je vous mettrai quelques informations, comme je vous disais tout à l'heure, sur la carrière de Lafayette. Donc, je vous montre, hein, parce que j'ai montré l'image sur Facebook, mais pas à vous qui êtes en visioconférence en direct. Le début du magazine, la première page, si vous voulez, quand on l'ouvre. Vous voyez, on voit le général Lafayette avec ses plumes tricolores, bleu, blanc, rouge. À côté de lui, il y a Monseigneur de Talleyrand, hein, qui plus tard sera évêque, enfin il est déjà évêque, mais qui sera plus tard défroqué et ministre des Affaires étrangères jusque sous Napoléon. Et donc la fête qui est montrée ici au début du livre, c'est pour rappeler que la fête joue un rôle aussi dans la Révolution française, très important, et notamment donc parce qu'il essaie de faire accepter la Révolution française au roi Louis XVI, et que donc c'est un révolutionnaire, mais qui n'est pas républicain. Alors ça peut vous surprendre, surtout c'est un ami de Washington, premier président des États-Unis, mais là il ne faut pas faire d'anachronisme. Washington sera président des États-Unis un peu par défaut, et parce qu'on lui a proposé, mais qu'il a refusé de devenir le roi d'Amérique. En quelque sorte, les Américains, au départ, comme les Français, ils sont pour la liberté, mais ils ne voient pas comment se passer de roi. Donc il a été proposé par certains Lafayette soit roi, et ses descendants aussi, pourquoi pas. Puis Lafayette, que Washington, pardon, soit roi. Et puis Washington a pensé que c'était pas raisonnable, il a préféré se contenter d'être président. Et vous voyez, ça aurait pu ne pas se passer comme ça, on aurait pu avoir finalement une voilà, monarchie, hein, constitutionnelle comme en Angleterre. Et c'est ce que Lafayette voulait. Donc même avec son expérience aux États-Unis, Lafayette, c'est quand même un anglomane. C'est ça qui fait le lien avec Voltaire. C'est-à-dire que pour lui, le meilleur système, c'est celui de la Grande-Bretagne. Alors, parmi les images que je vous demanderai de commenter, oui, je ne vais pas vous mettre tout parce qu'il est énorme, il y en a une ici qui est assez intéressante parce qu'on voit Lafayette à la bataille de Yorktown. Alors, propagande ou pas, il est présenté comme étant le premier à avoir fait tirer au canon sur les Anglais à Yorktown. Et Yorktown, pour vous, c'est pas une bataille forcément très célèbre, mais pour les Américains, c'est très important. C'est la bataille qui a vu les Américains écraser l'armée anglaise. Et d'ailleurs, les Anglais ont voulu rendre leurs armes seulement aux Français, aux soldats de Rochambeau, et les Français ont exigé qu'ils se rendent aussi aux Américains, puisque c'était une alliance. Voilà. Et une deuxième image qu'on pourra donc opposer à la précédente, où on voit Lafayette avec cet immense drapeau tricolore, hein, chef de la garde nationale. Alors, comme on n'est pas au lycée, je ne pourrais pas vous montrer un épisode qui a été bien reconstitué dans la Révolution française des années-lumière, où on voit Lafayette, à la tête de la garde nationale, faire tirer sur le peuple en 1791. Et ça, c'est la partie, si vous voulez, un peu noire de sa légende. Lafayette, comme chef de la garde nationale, a réprimé une manifestation républicaine à Paris en 1791 en faisant tirer sur la foule. C'était, si vous voulez, le couvre-feu. Les révolutionnaires français en avaient un peu assez de la monarchie, ils voulaient une république. Ça a été interdit par l'Assemblée nationale. Lafayette, en tant que chef de la garde nationale, devait faire respecter le couvre-feu. Alors, quand il y avait un couvre-feu à l'époque, on sortait le drapeau rouge, ça voulait dire interdiction de sortie. Et Lafayette a fait tirer sur les gens, et on a tué pas mal. D'autres se sont réfugiés à l'étranger. Et évidemment, si je vous avais en classe, je pourrais vous montrer le film, qui est assez intéressant, parce que on présente dans ce film Lafayette comme un simple exécutant, et il essaye même de sauver les gens, et il est obligé d'obéir au président de l'Assemblée nationale. Alors ça, c'est pour enjoliver les choses, parce que Lafayette est un héros encore aujourd'hui, notamment aux États-Unis, mais en réalité, il a quand même réprimé les républicains en 1791 assez durement, à tel point que le drapeau rouge, le drapeau du couvre-feu, est devenu le drapeau des révolutionnaires et des républicains. Et pendant tout le 19e siècle, les républicains sortaient le drapeau rouge, hein.
Et c'est assez tardivement qu'ils ont accepté le drapeau bleu-blanc-rouge. Et du coup, le drapeau rouge est devenu celui de la gauche socialiste. Donc les partis socialistes puis communistes plus tard se sont emparés du drapeau rouge qui au départ est un drapeau républicain et français. Donc, vous voyez, même des pays comme la Chine, très lointains, ont pris leur étendard à partir de cette histoire-là, hein, de cette histoire française. Donc Lafayette a un rôle très important pour essayer, vous voyez, de garder une monarchie en France au XIXe siècle. Il jouera encore un rôle à cet égard. Il soutiendra la restauration d'une monarchie bourgeoise, comme on l'a appelé, c'est-à-dire une monarchie qui acceptait que le pouvoir ne soit pas exercé par des nobles, une monarchie constitutionnelle. C'était ça le rêve de Lafayette, qui restait un anglomane jusqu'à la fin. Et indirectement, comme il était monarchiste mais libéral, monarchiste mais révolutionnaire, il a beaucoup aussi contribué à faire du drapeau bleu-blanc-rouge un emblème national, ce qui explique que finalement les républicains français ont accepté de le conserver, alors que, comme je vous l'expliquais au départ, ils étaient plus radicaux. Voilà, donc c'était quelques explications pour vous indiquer que je vais mettre ces jours-ci, peut-être dès cet après-midi, dans votre cahier de texte des consignes pour travailler sur Lafayette et Washington, et qu'on en reparlera donc le lundi de la rentrée à l'heure habituelle, donc à 14 heures si je ne m'abuse pour vous, hein, le lundi. C'est ça, c'est 14 heures avec les secondes 1 et 5, il me semble. Bon, et... bon, en tout cas, je ne sais plus, mais je mettrai l'heure. Et donc, normalement, on fera une visioconférence comme aujourd'hui. Vous serez un peu plus nombreux, j'espère. Et vous pourrez donc, puisque je vous aurai mis, dire quelles réponses vous avez trouvées aux exercices. On verra si c'est de bonnes réponses ou non. Et puis après, comme ça, vous pourrez rendre le formulaire en ayant à peu près la certitude de l'avoir réussi. Pour les consignes et tous les documents, ils sont comme toujours dans le cahier de texte numérique, c'est-à-dire sur Etchelaya. Et il y a toujours un lien de Pronote vers la page en question. Bon, mais vous avez tendance à vous noyer dans un verre d'eau et à jamais trouver les informations où elles sont. Alors donc, voilà. Vous trouverez donc en ligne, normalement aujourd'hui ou demain ou plus tard, une série de documents sur lesquels je vous poserai quelques questions. Peut-être je ne vais pas mettre le formulaire tout de suite, je vais vous poser les questions. Le jour de la rentrée virtuelle, le lundi 5, on fait une séance ensemble pour voir quelles sont les bonnes réponses. Et ensuite, je mettrai le formulaire qui vous permettra de les valider. Voilà. Là, j'ai triché parce qu'au même temps que je faisais la visioconférence, je l'ai filmé. Ce qui fait que je vais pouvoir laisser une capsule vidéo dans le cahier de texte. Mais finalement, quand on fait une visioconférence, il y a très peu de gens qui se connectent à la bonne heure et au bon moment. Ce qui fait qu'il y a moins de vues globalement que quand je mets le film dans le cahier de texte. Et c'est un peu gênant. Et en plus, évidemment, si on le filme, d'habitude, une visioconférence, on ne la filme pas. Et de ce fait-là, si je ne filme pas la visioconférence, il n'en reste pas grand-chose, sauf le petit résumé écrit que je peux à la limite m'amuser à faire. Sauf que moi, ça me donne un travail supplémentaire et qui, a priori, n'est pas utile. Donc, là, exceptionnellement, j'ai filmé la visioconférence, je ne le ferai pas le lundi 5. Et si on a trop de perdition, et si vous trouvez que c'est plus pratique de regarder une vidéo le jour et l'heure que vous souhaitez plutôt que d'avoir un rendez-vous en ligne, je referai donc des capsules vidéo. Les capsules vidéo, c'est pour faire des choses un peu comme on a fait aujourd'hui. C'est-à-dire c'est surtout moi qui parle. Et donc, vous voyez, je vous ai posé 2 ou 3 questions au début d'heure, mais on n'a pas fait vraiment un exercice. Normalement, la visioconférence, ce serait pour qu'on puisse faire ensemble un exercice. Donc, pour que vous le prépariez bien, je vais mettre les informations dès cette semaine. Et donc, à partir de la semaine du 5 mai, on reprendra les flux vidéo aux heures habituelles. Donc, je pense que c'est lundi après-midi à 14 heures pour les secondes 1 et 5, mais vous pourrez vérifier, je ne m'en souviens plus avec certitude. Je vais faire ça dans toutes les classes et sous forme de visioconférence, au moins cette semaine-là. Et si on voit que le résultat est mitigé, qu'il n'y a pas assez de participants pour valider cette solution, ben je referai simplement des petits cours vidéo comme j'avais fait dans les premières semaines et on envoyer des formulaires. Ceci dit, les visioconférences, c'est vraiment utile, peut-être plus pour les premières et les terminales encore, parce que sinon, il y a forcément des choses que vous n'allez pas comprendre ou des questions que vous allez prendre de travers. Et si vous ne me posez pas la question, en fait, je ne vais pas m'en rendre compte, je ne vais pas savoir que tel ou tel point vous a posé souci. Il y a quand même peu d'élèves, même en période du confinement, qui posent des questions aux profs.
Alors à l'oral, vous avez toujours l'excuse de dire que vous ne voulez pas passer pour des idiots, enfin je sais pas, mais à l'écrit, j'ai quand même quelques personnes qui m'envoient des mails me demandant des choses intéressantes. Tiens, j'ai pas compris ci ou ça, mais c'est toujours un peu les mêmes élèves, ils sont très très peu nombreux, hein. Alors que pour me dire j'ai pas trouvé tel lien sur le site alors que c'est sous leur nez, là il y a beaucoup de monde. Bon, et je vous rappelle que quand vous connectez à un site, quel qu'il soit, vous devez rafraîchir la page. En haut à gauche, il y a un petit rond qui tourne sur lui-même. Et si vous avez été plusieurs fois sur un site, votre ordinateur a conservé le souvenir de cette visite, il vous envoie la dernière image qu'il avait de ce site et pas forcément celle qui est en ligne. Donc des fois, vous ne trouvez pas une ressource alors qu'elle y est, parce que vous n'avez pas rafraîchi la page, tout simplement. Voilà. Écoutez, je pense que je vais vous laisser. Donc normalement, pendant 2 semaines, vous n'avez pas de téléenseignement ou très peu. Donc voilà, essayez d'en profiter pour vous détendre, vous reposer. Bien sûr, il faut rester chez vous et être confiné, mais prenez quand même un petit peu l'air. Si vous avez un jardin, vous y allez. Et sinon, vous essayez de faire une petite heure de sport, mais en solitaire, puisqu'il ne faut pas contaminer le reste du monde. Voilà. Écoutez, j'espère que vous vivez bien votre confinement, que vous n'êtes pas déprimé. Et donc, je vais mettre toutes les informations dans la page du cahier de texte d'histoire de seconde 1 et 5. N'oubliez pas non plus que le site Etchalaya est hébergé sur l'hébergeur France Serve. Vous pouvez trouver un reliquat Etchalaya sur Orange, mais c'est un site de secours qu'il faudrait supprimer et qui traînaille là, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà. Bien, écoutez, bonne journée. N'hésitez pas à envoyer un mail si vous avez une question. Je n'ai pas ouvert la possibilité aux élèves de m'écrire sur Pronote parce que vous n'imaginez pas le nombre de messages qu'on a sur Pronote, des centaines tous les jours. Donc rien que les profs, l'administration, le ministre, j'en passe et des meilleurs, on a un peu inondé. Mais n'oubliez pas que si vous voulez m'écrire sur le site d'ailleurs, il y a un lien. Donc il suffit de cliquer, écrire au webmestre et vous avez mon adresse mail, hein. Donc, je vous ai donné mon adresse académique, c'est écrit sur le site. Et sinon, vous écrivez à mon en classe, qui est plvanderplanck@gmail.com. Mais de toute façon, l'adresse académique, Pierre Vanderplanck, @academiebordeaux.fr, elle est sur le site en première page sur l'index. Quelquefois, j'ai remis dans les courriers que j'ai envoyés aux familles. Donc voilà, vous pouvez poser des questions et m'envoyer un mail si vous le désirez. Il n'y a pas de voilà. Par contre, pour les exercices, je préfère, dans la mesure du possible, que quand vous faites quelque chose, vous me l'envoyez par le biais de formulaire. Comme ça se passe en ligne, vous n'avez pas à scanner, à m'envoyer des gros dossiers par mail, à les mettre dans le casier numérique de Pronote, où je les récupère ou non, j'en sais rien. Bon, voilà, c'est plus simple de faire comme ça, et sauf erreur, ça marche assez bien, même si voilà, sur 5 classes, il y en a un ou deux qui n'arrivent jamais à se servir correctement. D'entre vous qui n'ont pas d'ordinateur, qui sont obligés de passer par leur smartphone, sont un peu défavorisés. Bon, alors cette semaine, les secondes, vous avez été complètement paumés, parce que comme j'ai pas fait mes cours le lundi de Pâques, mais que j'ai changé d'horaire, ça a été un peu la foire. Et puis aussi, pour les visioconférences, il y a un petit souci. Google envoie des invitations qui sont assez compliquées à lire, quelquefois qui sont à l'heure des États-Unis au lieu de l'heure de la France. Donc les vrais rendez-vous, prenez-les, comme je vous ai dit, dans le cahier de texte. Donc je vais remettre dans le cahier de texte, y compris sur Pronote, le rendez-vous du lundi 5 mai, ces jours-ci. Et donc l'idée, c'est de vous faire travailler sur les relations entre Washington et Lafayette et d'utiliser l'obligation qu'on a dans le cours de parler de Washington pour évoquer aussi la personnalité du marquis de Lafayette, qui est voilà, un homme assez extraordinaire, dont il faut rappeler aussi qu'il était membre de la franc-maçonnerie et quelle était la devise de la franc-maçonnerie: liberté, égalité, fraternité. Donc vous voyez que même si on s'intéresse qu'à la petite histoire, c'est-à-dire à des choses un peu pas profondes, mais en surface, la devise de la France aujourd'hui, la devise de la République, elle est sans doute en grande partie liée au fait que Lafayette était un maçon, pas lui tout seul, beaucoup de révolutionnaires qui aimaient les Lumières et qui étaient anglomanes. Le drapeau tricolore doit sans doute beaucoup au fait que Lafayette avait combattu avec les Américains blanc, rouge, d'accord. Et ça doit aussi beaucoup
certainement à son envie de garder le blanc du roi dans le drapeau. Donc vous voyez pourquoi Lafayette nous intéresse. Il a laissé, il a laissé une trace dans l'histoire, bien sûr, mais il a eu surtout un impact. Donc quand vous faites un document, justement une étude de document, à la fin, vous demandez toujours la portée du document. Enfin, c'est ça la portée. C'est en quoi ce que vous avez étudié a eu des conséquences juste après. Voilà. Bon, donc pour vos camarades qui ont raté le rendez-vous, les secondes, vous pouvez leur dire que je vais mettre cette vidéo dès qu'elle sera prête sur Facebook. Je vais l'encapsuler dans le cahier de texte comme les précédentes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à chaque fois que je vous ai parlé jusqu'ici, vous avez le film à disposition. J'en profite pour saluer les gens qui sont en première ou en terminale et qui m'ont regardé alors que je m'adressais aux secondes, mais qui ne sont pas forcément venus aux visioconférences qui les concernaient eux cette semaine. Bon, donc en temps de confinement, je pense qu'il faut être encore plus rigoureux qu'en temps normal pour ce qui est de l'organisation. Donc pour chaque classe, j'essaye de faire un cours ou une conférence en vidéo. Enfin, une conférence qui est soit un flux où c'est moi qui parle tout seul, soit une visioconférence où normalement vous répondez. Et je fais une trace écrite qui correspond à peu près à cette intervention à chaque fois. Et je vous donne normalement un exercice pour la semaine d'après. Donc vous n'avez qu'une vidéo, un cours et un exercice. Bon, voilà, je ne vais pas intervenir 3 fois dans la semaine, c'est déjà assez compliqué comme ça. Hein. Mais bon, si vous voulez participer, essayez de vous mettre à jour. Et je pense que pour les secondes, il y a moins d'enjeux, mais n'oubliez pas que les terminales risquent d'avoir une évaluation contrôle continu pour le bac qui sera rock'n'roll si on doit faire ça en 4 semaines. Hein. Bon, écoutez, je ne sais pas si on rentrera le 11 mai comme prévu, mais sinon, eh bien, j'aurai plaisir à vous retrouver. Au revoir.